à Navendian, les mémoires de Shirley MacLaine, qui viennent d'être dévoilées, secouent le monde entier en révélant les secrets inavouables du vieil Hollywood. Des scandales glamour aux vérités sur les coulisses. Ces révélations vous laisseront sans voix. Mais il y a un secret en particulier qui change tout ce que vous pensiez savoir sur l'âge d'or d'Hollywood. Avant de nous plonger dans ces étonnantes révélations, laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous que le vieil Hollywood était aussi glamour qu'il en a l'air? Ou pensez-vous que des vérités plus sombres se cachent derrière les paillettes? Commentez 1 pour oui, c'était glamour. Ou 0 pour non. L'histoire n'est pas finie. Que s'est-il vraiment passé à l'âge d'or d'Hollywood? Voyons ce qu'il en est. L'âge d'or d'Hollywood. Shirley MacLaine est née à Richmond, en Virginie, le 24 avril 1930, pendant la Grande Dépression. Elle a passé son enfance dans une petite maison en briques située sur Monument Avenue. Bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés dans leur jeunesse, la superstar du tennis. Arthur Ashe est né à quelques rues de là, 7 ans plus tard. Ses parents l'ont baptisé Shirley Temple, en référence à la célébrité enfantine la plus populaire. Ils ont habillé Shirley comme Temple, avec des boucles et des vêtements similaires, car ils l'aimaient bien. Les médecins découvrent à l'âge de 3 ans la faiblesse des chevilles de Shirley et ses chutes fréquentes. On lui conseille de faire du ballet pour les renforcer. Shirley commence des cours de danse classique à la Washington School of Ballet et s'y plonge à fond. Elle s'entraîne 6 jours par semaine pendant des heures. À l'âge de 7 ans, elle joue dans des pièces de théâtre locales. À 11 ans, elle a dansé avec Clara dans Casse-Noisette. Shirley a travaillé si dur qu'à l'âge de 10 ans, elle pouvait faire un virage à 180 degrés, ce qui prend des années à la plupart des danseurs. Warren Beatty, le jeune frère de Shirley, est né 3 ans plus tard. Leurs parents les comparent régulièrement, ce qui provoque des antagonismes. Warren jouait au football, tandis que Shirley aimait la danse et le théâtre. Il n'a pas envisagé de devenir acteur avant le triomphe de Shirley à Broadway. La célébrité de Shirley commence au lycée, son objectif étant de se produire. Elle se rendait chaque été de Virginie à New York. Elle s'est fait remarquer en rejoignant le chœur d'Oklahoma, une production de Broadway, à l'âge de 16 ans, durant l'été 1950. Shirley découvre le monde merveilleux de l'industrie du spectacle. Mais la vie est dure. Elle doit auditionner pour plusieurs rôles et étudier. Elle est serveuse et enseigne la danse pour gagner de l'argent. Elle répète ses gestes et ses répliques pendant des heures dans le petit appartement qu'elle loue pour se faire remarquer. C'est là qu'elle a développé son style de comédie et de danse élégante. Elle a eu sa chance en 1954 lorsqu'elle a rejoint The Pajama Game à Broadway en tant que chorus girl et doublure de Carol Haney. Un soir, Haney se blesse à la cheville avant la représentation, ce qui change tout. Shirley est propulsée sous les feux de la rampe sans préparation. Ce soir-là, le producteur hollywoodien Hal B. Wallace était présent. Il lui offre un contrat de cinéma immédiatement après avoir vu sa performance. Mais Shirley ne part pas. Elle remplace Haney pendant des semaines dans l'émission. Shirley impressionne à nouveau Wallace lorsque Haney est blessé plus tard dans l'année. Son acceptation de l'offre de Wallace prouve que la chance peut encore frapper. Tout n'est pas rose à Hollywood. Shirley attendit des mois avant d'obtenir son premier emploi important après avoir rejoint Paramount Pictures. Elle vivait dans un modeste appartement sur la location d'un studio. En attendant, elle suit des cours de théâtre et étudie Katharine Hepburn et Bette Davis. Elle a obtenu son premier rôle au cinéma dans The Trouble with Harry d'Alfred Hitchcock en 1975 après avoir attendu. Le charme et l'humour de Shirley conviennent à cette comédie excentrique. Son interprétation lui vaut un Golden Globe de la nouvelle star de l'année et lance sa carrière cinématographique. Après cela, tout s'est enchaîné rapidement. Elle apparaît dans Some Came Running aux côtés de Sinatra et Martin en 1958. Ses candidats aux Oscars montrent sa capacité à mêler comédie et drame. Elle joue dans The Apartment avec Jack Lemmon en 1960. Le film remporte 5 Oscars, dont celui du meilleur film. La performance de Shirley lui vaut une autre nomination aux Oscars et fait d'elle une célébrité à Hollywood. Au début des années 1960, elle a tourné dans 15 films et a été nommée 3 fois aux Oscars, prouvant qu'elle pouvait jouer des comédies musicales et des rôles dramatiques.
Shirley n'était pas seulement connue pour son talent. Sa personnalité féroce était également reconnue. En 1963, elle a surpris tout le monde en donnant un coup de poing au visage du journaliste Mike Connolly dans son bureau. Connolly avait écrit des histoires cruelles sur elle et sur son conflit avec Hal Wallace. Shirley en avait assez. Il est tombé de sa chaise lorsqu'elle l'a frappé à l'improviste. Elle aurait répondu que c'était pour vos faussetés à mon sujet. L'histoire a fait de la une des journaux. Et certains ont été étonnés par ses actions, tandis que d'autres l'ont respecté pour avoir combattu les rumeurs hollywoodiennes. Dans les années 1950 et 1960, le Rat Pack était un grand groupe. Mené par Frank Sinatra, le groupe était connu pour son charme, son sens de la comédie et ses prestations mémorables sur scène et au cinéma. Shirley MacLaine s'est rapprochée de cet ensemble emblématique dans les années 1958 lorsqu'elle a collaboré avec Frank Sinatra et Dean Martin dans Some Came Running. Elle était sociable, avait un grand sens de l'humour et pouvait supporter leur pitrerie chaotique. Elle est devenue leur mascotte vers 1960, un membre fiable de leur bande. Shirley n'est pas sortie avec un membre du Rat Pack, contrairement à la plupart des autres. Au lieu de cela, elle s'est jointe aux gars. Elle les aidait à faire le ménage après leur folle fête et les préparait pour le travail le lendemain. Shirley a déclaré qu'elle aimait être considérée comme un membre du gang plutôt que comme un intérêt amoureux, car Frank et Dean n'ont jamais flirté avec elle. Shirley observait souvent leurs actions scandaleuses. Elle se souvient que Sinatra avait commandé 300 Bloody Marys pour une fête. Shirley contrôlait souvent le plaisir excessif du groupe. Leurs frasques ont parfois affecté son travail. Sinatra et Martin lui lançaient des boules de papier crachées pendant les moments dramatiques avec Audrey Hepburn dans The Children's Hour. Ce crachat est apparu dans le montage final du film, illustrant le fait que le Rat Pack laissait toujours son empreinte. Son audace a frappé leur groupe. Un jour, elle a conseillé à un leader de la criminalité violente de se F devant le Rat Pack. Cela a fait rire tout le monde et n'a pas provoqué de conflit. Shirley dit que le groupe a influencé son art. Billy Wilder a vu son amitié avec Jack Lemmon dans The Apartment. Son film reprenait des aspects mineurs de leur relation réelle, notamment le personnage de Shirley qui se demandait pourquoi les gens tombaient amoureux des mauvaises personnes. Cette touche d'authenticité a rehaussé le film. Carrière. Pendant son séjour avec le Rat Pack, elle a appris à jouer au poker, ce qui a été l'un des aspects les plus surprenants de son expérience. Pendant les week-ends où elle tournait Some Came Running, elle participait à des parties de poker avec Sinatra, Martin et même des mafieux. C'est un éminent chef de la mafia de Chicago, Sam Giancana, qui lui a appris à jouer au gin rummy. Shirley était la seule femme autorisée à assister à ces événements, ce qui lui a permis de découvrir un monde que très peu de gens ont l'occasion de voir. Les films qu'elle a tournés ont même été influencés par ses talents de joueuse de poker. En tenant compte des expériences vécues par Shirley, le réalisateur Billy Wilder a incorporé une séquence de gin rummy dans le film The Apartment. D'un autre côté, tout n'était pas qu'une partie de plaisir. En 1959, alors qu'elle n'avait que 25 ans, elle s'est opposée à Hal Wallace, considéré comme l'un des hommes les plus importants de l'industrie. Après avoir reconnu son talent à Broadway, Wallace avait accepté de lui offrir un contrat d'une durée de 7 ans. Au départ, ce contrat semblait être une bonne chose, mais il lui donnait en fin de compte les pleins pouvoirs sur sa vie professionnelle. Il pourra la prêter à d'autres studios et empocher les bénéfices tout en lui versant une maigre somme, qui ne sera que de 18 000 $ pour des rôles importants. Pendant ce temps, Wallace réalise un bénéfice de 250 000 $ à chaque fois qu'il l'aide à obtenir un prêt. Dès que Shirley a appris la vérité, elle est devenue furieuse. Elle prend la décision d'intenter un procès de 100 millions de dollars contre Wallace et Paramount Pictures. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Aucun autre acteur n'avait jamais eu le courage de défier la structure des studios de cette manière. C'était un risque très élevé. Au cours du procès, elle a été mise à l'index par Hollywood et n'a pas pu trouver d'emploi pendant plus d'1 an et demi. Shirley n'a pas baissé les bras, bien qu'elle ait été obligée de compter sur les prêts de ses amis pour survivre. Après de longues délibérations, le tribunal s'est finalement prononcé en sa faveur en 1961, jugeant le contrat invalide et injuste. Il s'agit non seulement d'une victoire importante pour Shirley,
mais aussi d'une victoire pour tous les artistes-interprètes. Sa victoire a contribué au démantèlement de l'ancien système des studios et a permis aux artistes de jouir d'une plus grande autonomie dans leur carrière. Cependant, pendant un certain nombre d'années, plusieurs responsables du studio ont nourri du ressentiment à son égard. Dans d'autres cas, Shirley s'est battue pour ce qu'elle croyait être juste. Contrat et bataille juridique. Bloomer Girl est le titre de la comédie musicale dans laquelle elle va jouer. Et elle signe un contrat avec la 20th Century Fox en 1965. Il s'agit d'une transaction qui change la donne. Au cas où le film ne serait pas produit, Shirley était assurée d'être payée 750 000 $, ce qui était une somme importante à l'époque. Cependant, en 1966, la Fox décide d'arrêter la production du film et lui propose à la place un rôle dans un drame western. Shirley n'est pas d'accord. Au lieu de signer pour un western, elle avait signé pour une comédie musicale, et elle s'attendait à ce que la Fox suive leur arrangement. Elle a intenté un procès à la Fox lorsque celle-ci n'a pas obtempéré. Pendant 4 ans, cette bataille juridique a été portée jusqu'à la plus haute cour de l'État de Californie. Fox soutenait que Shirley aurait dû accepter la nouvelle fonction afin de l'aider à réduire ses pertes, mais le tribunal n'a pas suivi cette position. Dans sa décision, le tribunal a donné raison à Shirley en déclarant que le western était distinct de la comédie musicale et qu'il était de moindre qualité. Cette affaire a créé un précédent juridique important. En conséquence, les contrats pay or play sont devenus plus solides et les artistes-interprètes se sont vous accordez une plus grande autorité pour négocier des arrangements équitables avec les studios. La conclusion que Shirley possédait n'était pas seulement basée sur les contrats. Elle a également défendu ses intérêts lorsqu'elle travaillait sur les plateaux de tournage. Lorsque la réalisatrice travaillait sur le film Some Came Running en 1958, elle avait l'intention de donner à son personnage une apparence plus belle et plus féminine. Shirley n'est pas d'accord. Elle tenait absolument à continuer d'incarner le personnage rude et turbulent décrit dans le scénario. Elle a eu un désaccord avec le réalisateur Billy Wilder en 1962. Lorsqu'il lui a demandé de tourner une scène de nu pour le film Irma la Douce sur le plateau de tournage. Shirley refusa et menaça d'abandonner le film. Après un certain temps, Wilder changea d'avis et découvrit une autre méthode pour filmer la séquence. L'événement le plus audacieux de sa carrière s'est probablement produit en 1970 lors des Golden Globes. L'Association de la presse étrangère d'Hollywood est la cible des critiques de Shirley lors de son discours de victoire. Elle a souligné le manque de diversité de l'organisation ainsi que ses procédures de vote douteuses. Cela s'est passé très longtemps avant que l'on ne commence à parler de ce genre de choses. Un grand nombre de personnes à Hollywood ont été offensées par son discours, et les Globes ne l'ont pas réinvité pendant plusieurs années. Shirley, elle, s'en moque éperdument. Elle avait pris l'habitude de rester sur ses positions. Un mariage hollywoodien unique. Par ailleurs, le mariage de Shirley MacLaine et de Steve Parker a été très intéressant. Ils se sont rencontrés pour la première fois à New York dans les années 1950, alors que Shirley commençait sa carrière à Broadway. Elle jouait dans la pièce The Pajama Game et Steve, avec sa grande expérience du monde, a immédiatement capté son intérêt. Le père de Steve ayant travaillé pour le département d'État, Steve avait passé son enfance à voyager. Dans cet environnement théâtral animé, leur lien s'est renforcé et, en peu de temps, ils ont décidé de se marier. Steve a pris une décision inattendue en 1956, soit 2 ans après leur mariage. C'est Shirley qui est restée à Hollywood lorsque Steve s'est installé au Japon. Steve devient une personnalité connue à Tokyo au moment où la carrière de Shirley est florissante aux États-Unis. Sa popularité au sein de la communauté américaine de Tokyo est telle qu'il est même surnommé le maire officieux des expatriés de Tokyo. La vie qu'il mène au Japon est pleine de drames. Outre son emploi dans les secteurs du cinéma et du théâtre, il évoquait souvent ses expériences en tant que parachutiste pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant qu'il divertissait les soldats durant la guerre, il a déclaré avoir développé une passion pour le théâtre. L'un des aspects les plus surprenants de leur mariage est le fait qu'ils avaient une relation ouverte depuis 1954. Un mariage ouvert était un concept inédit qui allait à l'encontre de toutes les normes sociétales en vigueur à l'époque. En revanche,
Shirley a déclaré qu'ils avaient pu atteindre leurs objectifs grâce à cet arrangement. Selon son explication, ils étaient plus des meilleurs amis que des amantes typiques. Et le fait qu'ils se fassent confiance et se respectent mutuellement leur a permis d'être ensemble. Shirley pensait que la raison pour laquelle leur mariage avait survécu aussi longtemps était leur arrangement ouvert, en dépit du fait que beaucoup d'autres personnes leur auraient fait des remarques négatives sur leurs décisions. Leur mode de vie est un autre aspect particulier de leur relation. Shirley résidait et travaillait aux États-Unis, tandis que Steve restait au Japon. Ils n'ont pas laissé la distance minor leur relation. Shirley a déclaré qu'ils restaient en communication constante l'un avec l'autre, qu'ils voyageaient ensemble à l'occasion et qu'ils se retrouvaient chaque fois qu'ils le pouvaient. Il est remarquable qu'ils aient réussi à faire fonctionner cette relation à une époque où il n'y avait ni téléphone portable ni Internet, et où il était beaucoup plus difficile de communiquer avec des personnes du monde entier. Ils ont été mariés pendant 28 ans au total, de 19 à 54 ans et de 19 à 82 ans, malgré le mode de vie peu orthodoxe qu'ils menaient. Shirley disait parfois que leur succès était dû au fait qu'ils avaient une solide amitié et qu'ils se laissaient mutuellement de la liberté. Shirley a continué à parler en termes élogieux de Steve, même après leur séparation, le qualifiant de « amour de ma vie ». Leur relation était l'une des plus inhabituelles d'Hollywood. Et même si Steve est décédé en 2001, leur histoire se poursuit. Une relation hollywoodienne unique. Shirley et Elizabeth Taylor ont été les meilleurs amis du monde pendant plus de 4 décennies, si tant est que cela compte lorsqu'on parle d'amitié. L'habitude particulière qu'avait Elizabeth de nettoyer les sols de Shirley était l'un des aspects les plus choquants de cette relation. Une superbe célébrité hollywoodienne nommée Elizabeth aimait laver les sols de Shirley. Lorsqu'Elizabeth a quitté la clinique Betty Ford en 1983, elle venait de terminer son traitement contre la toxicomanie. C'était le début. Le nettoyage était l'une des activités liées au traitement d'Elizabeth qui l'a aidée à se sentir plus responsable de sa vie et moins anxieuse. Elle a continué à le faire après son départ, car elle l'aimait beaucoup. Shirley a raconté une anecdote humoristique sur l'arrivée nocturne de la serpillière et du seau d'Elizabeth dans sa maison de Malibu. Elizabeth a persisté, malgré les tentatives de Shirley de l'arrêter à 2 heures du matin. « Laver les sols », dit-elle, la ramène à la normale. Elizabeth a continué à laver les sols de Shirley 30 fois ou plus au fil des ans. Pendant qu'Elizabeth travaillait, elle discutait de la vie, de leurs problèmes et de leurs aspirations. Le fait qu'Elizabeth ait continué à laver les sols de Shirley jusqu'à sa mort, en 2011 n'a fait qu'approfondir la relation particulière qu'elles entretenaient. Une actrice inspirante. La vie de Shirley MacLaine est une source d'inspiration en raison de sa persévérance, de son ambition et de ses compétences extraordinaires. Elle a finalement remporté l'Oscar en 1984 après avoir perdu 4 fois de suite. Elle a donné une performance spectaculaire dans le rôle d'Aurora Greenway dans le film Terms of Endearment. Les événements qui se déroulent en arrière-plan ne sont pas moins spectaculaires. Shirley et Deborah Winger entretenaient des relations tendues en tant que co-vedettes. Certains ont même dit qu'elles étaient devenues physiques pendant le tournage. Le film a pourtant connu un succès retentissant, car les frictions entre les 2 actrices ont donné de la profondeur à leurs personnages de mère et de fille. « Je le mérite », a déclaré Shirley en saisissant son Oscar. C'était sa façon à elle d'exprimer que tous les efforts déployés au fil des ans en valaient de la peine. Cette victoire a marqué un tournant dans sa carrière, bien qu'elle ait déjà été nominée pour des films tels que The Apartment et The Turning Point. Shirley n'a pas commencé sa carrière en tant qu'actrice. Sa carrière à Broadway a commencé par la danse. Elle s'est produite de 19 à 54 ans en tant que choriste dans la comédie musicale The Pajama Game. Un soir, Shirley a dû remplacer l'actrice principale blessée. Hal B. Wallace, un important producteur hollywoodien, a vu son talent et lui a donné un contrat, Sweet Charity, dans lequel elle joue le rôle de Charity Hope Valentine, met en évidence ses capacités exceptionnelles de danseuse. Lors des représentations de Big Spender et d'autres numéros de danse bien connus, elle a parfaitement démontré ses talents d'actrice et de danseuse. Shirley, cependant, n'était pas qu'une comédie musicale.
Son interprétation profondément émouvante dans The Apartment lui a valu un BAFTA. Elle était exceptionnelle à Hollywood pour sa polyvalence. Elle pouvait jouer des rôles comiques, tragiques ou musicaux. Shirley s'est lancée dans une toute nouvelle entreprise dans les années 1970. En guise de mémoire sur son séjour en Chine, elle produit un documentaire intitulé The Other Half of the Sky, l'autre moitié du ciel. Bien qu'il s'agisse d'une tâche inhabituelle, elle l'a menée à bien. Shirley et de nombreuses autres Américaines ont effectué un voyage inhabituel en Chine dans les années 1973 et le film a retracé leur périple. Il s'agit d'un événement important, car la Chine était fermée au monde extérieur à cette époque. Des sujets tels que les soins de santé et l'éducation font partie de l'examen de la vie quotidienne des femmes chinoises dans le documentaire. Shirley ne s'est pas contentée de se tenir devant la caméra. En discutant avec les autres, elle a exprimé ses opinions et s'est enquise des leurs. La preuve qu'elle pouvait réussir dans d'autres domaines que la comédie, c'est que le film a été nominé pour l'Oscar du meilleur documentaire. Shirley a conservé une profonde affection pour la comédie, même après son ascension fulgurante vers la célébrité hollywoodienne. Bien qu'elle ait fait ses débuts à Broadway dans 1953, sa carrière a vraiment décollé avec The Pajama Game. Elle a ensuite développé des spectacles en solo dans lesquels elle chantait et dansait pour un public. Pour démontrer son énergie et ses capacités illimitées, elle a un jour dansé sans interruption pendant 45 minutes. En 2012, Shirley a fait son retour à Broadway avec Masterclass, malgré ses 78 ans. Elle a prouvé à tout le monde que ses capacités et sa rapidité n'étaient pas affectées par le passage du temps. Shirley MacLaine a une vie incroyable remplie de décisions audacieuses. Elle a soutenu avec enthousiasme la candidature de George McGovern à l'élection présidentielle de 19 à 72. Star Spangled Women for McGovern-Shriver est un événement de grande envergure qu'elle a organisé au Madison Square Garden 11 jours seulement avant l'élection. Musique, danse et apparition de personnalités célèbres étaient au programme de cet événement exclusivement féminin. Shirley n'a pas tardé à saisir l'occasion lorsqu'elle a appris que les républicains avaient annulé leur réservation au Madison Square Garden. Bien qu'elle n'ait eu qu'un peu plus de 2 semaines pour s'organiser, elle a réussi à tout mettre en place. En tant que couvreuse, Tina Sinatra a même donné un coup de main. Son père Frank était un partisan de Nixon. Beaucoup de gens ont apprécié le spectacle. Tous les spectateurs l'ont trouvé fantastique et n'ont pas cessé d'en parler. Et Shirley n'en a pas fini. Avec l'aide de son frère Warren Beatty, elle assiste au concert de McGovern et fait don d'une somme importante. De son propre argent, plus d'1 million de dollars en valeur actuelle à la campagne. Son agence est irritée par le fait qu'elle refuse des rôles d'actrice parce qu'elle est trop préoccupée par la politique. Alors que McGovern et son équipe étaient dans le Dakota du Sud le soir de l'élection, Shirley était ailleurs. La victoire de Nixon lui a brisé le cœur. Elle l'a décrite comme la nuit politique la plus tragique de sa vie aux États-Unis. Après avoir quitté la politique, Shirley a connu d'autres aventures. Sa propriété du Nouveau-Mexique a été le théâtre de plusieurs événements bizarres et étonnants, satisfaisant ainsi la fascination qu'elle a toujours eue pour l'inconnu. Elle a cherché à échapper à l'agitation de la vie quotidienne en achetant le ranch il y a plus de 20 ans. Le paysage est à couper le souffle, avec des montagnes et des falaises qui ont inspiré la célèbre artiste Georgia O'Keeffe. Shirley y a construit un labyrinthe en pierre qu'elle utilise pour des promenades contemplatives. Cela lui permet de se détendre et de se sentir en harmonie avec la nature. Mais ce qui est le plus remarquable, ce sont les observations d'ovnis dans son ranch. Shirley pense avoir vu des extraterrestres après avoir aperçu des lumières dans le ciel. Elle plaisante en disant que les extraterrestres utiliseraient Internet s'ils existent et a même lancé un site web pour partager ses aventures. Elle a parlé de la vie extraterrestre et de ses 1952 observations d'OVNI à Washington, D.C. Dans un livre qu'elle a publié à l'époque. Shirley partage la croyance en la réincarnation. Elle affirme avoir endossé plusieurs identités, comme celle d'un Atlante, d'un pirate unijambiste et d'une princesse indienne parlant à un éléphant. Même si ces anecdotes font généralement rire les autres, cela ne la dérange pas. Elle va même jusqu'à en plaisanter, déclarant qu'elle est heureuse de fournir du grain à moudre à Jay Leno et à d'autres humoristes. Maintenant, nous voulons connaître votre avis.
Laquelle des révélations de Shirley vous a le plus surpris? Et quel est votre sentiment général sur son incroyable voyage dans